Laurent Guyeno, bonjour. Après le documentaire ERTV sur les frères Kennedy sorti l'année dernière, vous travaillez actuellement sur un documentaire sur le 11 septembre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet? Oui, étant donné la réussite du film sur les Kennedy, pour lequel je félicite toute l'équipe de ERTV qui a fait un travail formidable, on a eu l'idée effectivement de faire la même chose sur le 11 septembre, en prévision du 20e anniversaire, donc dans un an. L'idée est que, alors je fais le script, et je participe à la recherche d'images et ERTV fait le gros du travail avec une recherche approfondie d'images, de compléments, d'informations et puis surtout de montage et on espère arriver à quelque chose d'une qualité équivalente à celle pour le film sur les Kennedy qui, comme je l'ai dit, est très réussi et je pense a été apprécié et a fait avancer un petit peu les choses. L'idée, c'est donc un petit peu comme pour les Kennedy de passer assez rapidement sur tous les éléments connus de la controverse, des éléments techniques, les avions, les tours, etc., pour se focaliser sur la piste Israël. À ma connaissance, il n'y a pas de films, de documentaires qui ont été faits dans cet esprit-là, sauf un, à ma connaissance, qui est assez ancien, qui s'appelait, je crois, Missing Links, mais qui est assez mauvais, je pense, au niveau réalisation et surtout au niveau de la tonalité qui est assez agressive et donc plutôt contre-productive. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose qui ne soit pas dans l'émotionnel, mais vraiment dans la recherche de faits, dans les arguments, dans l'effort pour essayer de synthétiser, de relier un peu tous les points pour arriver à une hypothèse rationnelle. Je pense que c'est le bon moment pour un film sur le 11 septembre qui récapitule un petit peu tous les éléments incriminant Israël. Aussi pour la raison que aujourd'hui les images et les informations sur le 11 septembre sont de plus en plus difficiles à trouver, à accéder sur Internet. Lorsque j'ai commencé mes recherches il y a 10 ans, lorsque vous tapiez 11 septembre sur Google, vous aviez des pages et des pages qui vous renvoyaient sur des sites dissidents. Et donc, il y avait un accès très facile à toutes les informations sur le 11 septembre. Aujourd'hui, c'est très différent. Et il y a un verrouillage de plus en plus serré qui bloque l'accès à toutes ces informations et à toutes ces images. J'en ai fait les frais d'ailleurs avec mon livre JFK 9/11, c'est-à-dire la version anglaise de JFK 11 septembre qui a été bannie d'Amazon. Et je pense que c'est assez significatif et représentatif de l'effort actuellement pour bloquer toute information qui incrimine Israël dans le 11 septembre. Donc aujourd'hui, si on arrive à synthétiser, à collecter toutes les images importantes et à faire quelque chose de synthétique qui reprenne les choses les plus importantes, je pense que ça peut vraiment faire avancer la recherche, être un outil pour sensibiliser des gens qui ne sont pas encore au courant de toutes ces controverses et donc avoir un impact important en français, puis peut-être plus tard si le film est traduit en anglais aux États-Unis également. Voilà. Je peux peut-être très brièvement expliquer un petit peu le contenu tel que je l'ai préparé dans le script. Donc, ça sera divisé en plusieurs chapitres. Il y a un chapitre d'introduction qui explique que nous vivons depuis 20 ans à l'ère post-11 septembre et donc il est important de comprendre la nature des événements, que la nature même des événements donc est un sujet de controverse et que au niveau de la dissidence, en gros, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a deux thèses principales. Il y a la thèse Inside Job, qui est la thèse majoritaire, véhiculée par les sites les plus visibles, et puis une thèse montante, qui est la thèse Israël, qui prend de plus en plus d'importance et de plus en plus d'influence. Ensuite, je consacre 2 chapitres quand même aux aspects techniques, c'est-à-dire finalement à la recherche de l'arme du crime, à l'identification de l'arme du crime. Alors, un chapitre sur les avions. Et sur les avions, j'ai hésité, mais je pense qu'il est important quand même d'aborder les différentes hypothèses qui existent sur l'existence ou non des avions dans les tours jumelles.
C'est important parce que, comme je l'ai dit, il s'agit d'identifier l'arme du crime. S'il y a eu des avions, que ce soit des avions de ligne ou des avions militaires qui se sont encastrés dans les tours jumelles, à ce moment-là, on doit chercher un petit peu d'où viennent ces avions. On arrive peut-être à des hypothèses sur des complicités au niveau de l'Air Force, par exemple. Mais s'il n'y a pas eu d'avion, eh bien, on est orienté vers une manipulation de l'information. Et là, on s'oriente vers, disons, une communauté un petit peu différente. Et donc, je laisse la question ouverte, mais je mentionne quand même les éléments qui peuvent éventuellement nous orienter vers une thèse no plane. Ensuite, il y a les tours, donc deuxième élément technique, hein, les tours, l'effondrement des 3 tours, donc démolition contrôlée. Et puis après ces 2 chapitres un peu qui synthétisent des choses connues, je passe à la piste Israël avec un chapitre sur le profil d'Israël. Pour montrer qu'Israël a une grande expérience dans les opérations sous fausse bannière, et un autre chapitre ensuite sur le mobile d'Israël qui montre que toutes les guerres qui ont découlé directement ou indirectement du 11 septembre eh bien, ont été dans l'intérêt d'Israël. Donc là, on a déjà de bonnes raisons d'explorer la piste qui nous mène à Israël. Donc pour ça, les indices et les preuves qui incriminent Israël, on commence par les Israéliens dansant, ces fameux 5 jeunes gens israéliens surpris en train de se réjouir sur le toit de leur van, qui ont été arrêtés, puis libérés, et qui sont quand même un des éléments les plus troublants de l'affaire. On a autour de ça aussi tout un réseau d'espionnage israélien qui a été démantelé peu avant et peu après le 11 septembre dans une très grande discrétion, et ce réseau a des connexions très fortes avec les présumés terroristes islamiques. Donc là, on a aussi accès à des éléments incriminant Israël. Ensuite, je remonte plus haut dans l'organigramme, on va dire, des conspirateurs, en explorant l'identité des néoconservateurs qui contrôlaient l'administration Bush cette époque. Un chapitre ensuite spécialement consacré à Silverstein, Lucky Larry, comme on l'appelle, ami intime de Netanyahou, qui est un peu au centre d'un réseau de ce que j'appelle des super Sayanim new-yorkais. Et ensuite, donc, on a déjà un dossier assez lourd qui permet de comprendre que Israël est au centre du complot. Et je passe ensuite à un bref chapitre sur les aspects financiers, parce que quand Israël est impliqué, il y a forcément aussi des intérêts financiers liés. Donc il y a un certain nombre de choses. Il y a ces 400 millions de dollars en lingots d'or qui ont disparu des sous-sols des tours jumelles. Il y a ces mouvements de bourse très suspects la veille du 11 septembre. Et il y a surtout ces 2300 milliards de dollars qui ont disparu des comptes du Pentagone, comme l'a annoncé Donald Rumsfeld la veille du 11 septembre, et avec des aspects vraiment très très troublants, comme l'histoire de ce fameux Brian Jack, qui faisait partie de l'équipe chargée de résoudre le mystère de la disparition de ces 2300 milliards de dollars, qui est mort le 11 septembre dans son bureau, à l'emplacement de son bureau installé au Pentagone. Non pas parce qu'il se trouvait dans son bureau ce jour-là, mais parce qu'il se trouvait dans l'avion qui s'est écrasé sur son bureau. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui mérite d'être connu. Je consacre un chapitre à la manière dont a fonctionné la commission d'enquête gouvernementale dirigée par Philippe Zelikow, et sur l'opposition contrôlée, hein, sur la question de pourquoi la thèse majoritaire, pourquoi les sites les plus visibles, on va dire, de la contestation s'orientent automatiquement vers Inside Job, vers l'administration américaine, et font l'impasse sur la piste israélienne. Voilà, et puis je termine par un chapitre de conclusion pour essayer de resituer cette opération dans une perspective très large du projet israélien. Voilà, j'espère que cette brève présentation vous a inspiré, et surtout que ça puisse encourager beaucoup de gens à continuer à soutenir Égalité et Réconciliation et Alain Soral, et financièrement, contribuer à soutenir financièrement, mais aussi en contribuant par vos compétences techniques ou de traducteurs, hein, qui sont, comme Alain Soral l'a rappelé, qui font cruellement défaut actuellement, et il y a un grand besoin de soutien de ce côté-là. Donc j'espère que cette idée ce projet de vidéo va stimuler des vocations. Merci beaucoup.